Lorsque l'on vient comme moi de métropole, c'est un très long voyage pour se rendre à Wallis et Futuna. Après ce grand périple, le voyageur est invité à partager un kava. C'est une infusion à la saveur inattendue et aux vertus apaisantes. Eh bien, aujourd'hui, vous allez vous aussi goûter aux nourritures terrestres et spirituelles de ces petits royaumes du bout du monde. Bienvenue dans Passion Outre-mer, grand format. Wallis et Futuna, ces deux noms sont quasi siamois. On évoque rarement l'un sans l'autre quand on habite à des milliers de kilomètres de ces archipels. Et pourtant, ils sont distants de 250 kilomètres. C'est la première surprise que réservent ces trois royaumes et néanmoins territoires français d'outre-mer. Car oui, à Wallis et Futuna, il y a des rois qui règnent sur une dizaine de milliers de sujets, un droit coutumier qui coexiste avec les lois de la République et une forte tradition religieuse, catholique oui, mais teintée de pratiques locales. Ici, tout prend une couleur et une saveur particulière. Alors, il ne faut pas s'étonner quand au cours du voyage, on rencontre un gardien d'une île déserte. Et oui, quand on passe dans l'hémisphère sud, il faut s'attendre à quelques situations renversantes. Alors, ce voyage changera-t-il votre point de vue ? Wallis, pour rien au monde, je m'en séparais. Ah, je suis bien ici. On est loin de toutes les contraintes de la métropole. Ici, c'est la sérénité, vraiment, anti-stress total. On est dans un cocon. Pour moi, c'est un cocon, Wallis. Il n'y a pas beaucoup d'endroits beaucoup plus beaux que ça, quoi. Ici, c'est terrestre et fabuleux. On pourrait être au milieu d'un continent. Et puis, à 1 kilomètre d'ici, il y a l'océan, le lagon. Mon record avec ce fusil, c'est un méro de 220 kg. C'est grand, hein? C'est plus gros que moi. On a Internet maintenant, on a tous les moyens de communication, on a la télé. Je pense qu'on est plus au paradis qu'un isolement ici. Wallis et Futuna, deux îles perdues au milieu du Pacifique Sud. Îlot de rêve, plage de sable fin, un paradis isolé et méconnu. Wallis et son magnifique lagon est la plus grande, avec ses 8000 habitants et sa petite capitale, Mata-Utu, siège de la préfecture et des administrations. « 240 km plus au sud, on trouve l'île de Futuna, plus montagneuse et moins peuplée, elle compte 3000 habitants. Ici, l'isolement n'est pas un vain mot. 2 avions par semaine viennent de Nouvelle-Calédonie à Wallis et un bateau ravitaille les 2 îles toutes les 3 semaines. Le pouvoir est partagé entre 3 autorités, la royauté, l'Église et l'État. L'archipel compte 3 rois, un à Wallis, 2 à Futuna, avec un gouvernement coutumier et des chefs de village. Ce sont ces autorités qui gèrent la vie quotidienne et la plupart des décisions se prennent encore le soir quand les hommes se réunissent en buvant le kava, la boisson traditionnelle du Pacifique. L'Église catholique, elle, est responsable de l'enseignement.
la vie religieuse est omniprésente et ici, les églises sont pleines. Wallis et Futuna, un étonnant mélange de tradition et de modernité à la française, perdu au milieu du Pacifique. Le lagon de Wallis est exceptionnel par sa taille et sa biodiversité. On compte plus de 600 espèces de poissons. Seteni et son fils sont pêcheurs professionnels. Leur bureau, c'est le fond de la mer. Ils plongent presque tous les jours. La glacière pour les poissons. Des fois, elle est pleine, des fois, pas trop. Ça, c'est des nouveaux fusils. Hein. Mon record avec ce fusil, c'est un méro de 220 kg. C'est grand, hein. C'est plus gros que moi. Seteni a réussi, après une vingtaine d'années de travail, à acheter son propre bateau. Il emmène désormais avec lui Basile, son fils de 20 ans. Ici à Wallis, je crois qu'il n'y en a qu'une dizaine qui pêchent. Il n'y en a plus beaucoup parce que je pense que c'est à cause des poissons, il n'y en a pas beaucoup. Et puis les gens, ils préfèrent aller acheter le poisson que d'aller chercher. Direction, la sortie du lagon près de la Passe. Seteni le sait, c'est souvent un des meilleurs coins de pêche. Avant, on n'était pas obligé de sortir pour pêcher, c'était qu'à l'intérieur. Et maintenant, on est obligé de sortir pour pêcher. Et ça a changé. Il y en a de moins en moins parce que je pense que c'est le changement de climat. C'est plus dangereux à l'extérieur parce que les vagues sont plus grandes et gros. Et en plus, c'est un petit bateau. Le père et le fils essaient de jeter l'ancre. Normalement, c'est un bon endroit, mais malheureusement aujourd'hui, la mer est un peu forte. Ils ne peuvent pas rester. Là, il y a trop de vagues. C'est dangereux pour le bateau. Là, on va pêcher à la passe. Quelques minutes plus tard, il s'arrête de nouveau près d'un des îlots du lagon. Un endroit qui rappelle de douloureux souvenirs à Seteni. Lors d'une plongée, il a été attaqué par un requin alors qu'il remontait à la surface. L'animal l'a mordu au pied. Juste là, c'est un taureau qui m'a mordu. Il a attaqué mon poisson. Il voulait manger mon poisson. Mais j'ai réussi à tuer ce requin. Malgré les dangers permanents, Seteni ne va pas s'arrêter. La pêche en apnée nécessite des qualités de souffle exceptionnelles. Seteni et Basile peuvent rester de longues minutes au fond de l'eau et ça leur paraît normal. 3 minutes. Avant, je faisais 6 minutes quand j'étais jeune. Et maintenant, elle a descendu parce que je me suis fait mieux. Les plongeurs doivent d'abord descendre au fond de l'eau, parfois jusqu'à 30 mètres. Ils sont aux aguets, ils attendent le poisson et surtout doivent faire attention aux autres prédateurs. Cette pêche est avant tout une question de patience et d'agilité. Parfois,
un requin rôde dans les parages, il faut être vigilant. Heureusement, on s'est sauvé. Hein? Ouais. Heureusement, on s'est sauvé. Une heure plus tard, Seteni et son fils retentent leur chance un peu plus loin. Ils ne désespèrent jamais. Et heureusement pour eux, ils connaissent tous les coins et recoins de leur lagon. Mais ce matin, ça ne mord vraiment pas. Il n'y a rien. Je crois que c'est bon maintenant. Ah, des perroquets. C'est bon pour la salade. Une demi-heure plus tard, Seteni et Basile font un nouvel essai. Et pique au canac. Mais il y a beaucoup dans la passe. T'as vu? Faut faire attention là. Ça coupe là. Seteni réussit enfin à harponner quelques poissons. Mais ça ne lui suffit pas. Ils sont trop petits pour que la pêche soit bonne et rentable. Moi, j'aime pas continuer si c'est comme ça. Il faut que... Attends. Le soleil descend un peu. Après là, tu peux piquer beaucoup. La pêche est toujours meilleure en fin de journée. C'est le moment que Seteni et son fils préfèrent. Les poissons sont moins méfiants. Finalement, c'est une bonne journée. Une dizaine de carangues, des dorades, des mérous. La pêche a été bonne. Sur la plage, ils sont attendus. Le poisson est directement embarqué dans la voiture familiale et vendu soit dans les restaurants, soit au supermarché. Ensuite, c'est la loi de l'offre et de la demande. « 137 kilos. » Après la pesée, le patron du supermarché propose son prix. Aujourd'hui, Seteni est content. Il a bien gagné sa journée. Un métier qui le nourrit, lui et sa famille, et qu'il n'abandonnera jamais. Wallis de Fox Juliette Tango Yankee Sierra, bonjour, au parking ULM, me dirige vers le point d'arrêt. La meilleure façon d'apprécier les beautés naturelles exceptionnelles de Wallis, c'est la découverte dans les airs, en ULM. Sierra, bonjour, vous partez pour un tour de l'île? Un tour de l'île avec un passager, 45 minutes environ. Jacques possède le seul appareil de l'archipel. Ancien retraité de la marine, il a parcouru le Pacifique dans tous les sens. Désormais à la retraite, il survole l'île dès qu'il le peut. Il emmène parfois des voyageurs de passage. Aujourd'hui, le temps est dégagé avec un peu de vent. Jacques peut s'envoler. Dernière vérification, température, c'est bon.
Yankee Sierra, aligné 08, décollage. L'avion décolle de la piste du seul aéroport international de Lille. Une piste bien trop grande pour le petit appareil. Vu du ciel, on découvre que Wallis est entouré d'une barrière de corail impressionnante qui enserre un lagon à la biodiversité exceptionnelle et protégée. Je vais faire mon demi-tour. Là, je suis monté à 1500 pieds. Donc ça fait à peu près 500 mètres. Et on a toute une vue sur toute l'île. L'îlot, c'est le couloir. L'île principale, elle, n'est pas très grande. Elle fait 15 km de long sur 5 de large, avec un point culminant dépassant à peine 150 mètres de haut. Elle est entourée d'une quinzaine d'îlots paradisiaques. Le gros trou d'eau bleu devant, c'est le trou du diable. Et entre les deux îlots coralliens, il y a ce qu'on appelle le trou de la tortue, qui a la forme d'une carapace. Et tout de suite à droite du trou de la tortue, il y a un trou qui ressemble à un cœur, ici. Le petit avion survole ensuite Mata-Utu, la capitale de l'île, avec sa basilique et les principales administrations. Wallis compte 21 villages pour 8000 habitants. Voilà, on arrive sur la baie de Niaï. Donc les voiliers se mettent souvent ici parce qu'ils sont bien abrités des alizés qui viennent du sud-est. Et l'eau est assez profonde, pratiquement jusqu'au bord. Le grand îlot devant nous, c'est l'îlot Fayoua. Ah, c'est agréable de venir passer le week-end sur une plage comme ça. Jacques est installé ici depuis 15 ans et pour rien au monde, il ne changerait de vie. Ah, je suis bien ici. Mais on est loin de toutes les contraintes de la métropole. Au loin, on aperçoit la seule entrée possible pour les gros bateaux dans le lagon. Au sud de l'île se détache le terminal gazier. Ici, Wallis est plus sauvage et moins urbanisée, et encore en partie couverte par une forêt peu exploitée par l'homme. Au cœur de la forêt, une curiosité patrimoniale exceptionnelle, le lac Lalo Lalo, une étendue d'eau parfaitement ronde de 400 mètres de diamètre, dont les fonds peuvent atteindre presque 100 mètres. Vous posez dans combien de temps? Ah, je suis en finale 08. Et en finale à 100 degrés, 8 à 19. Après 45 minutes de vol, l'avion se pose. Jacques doit faire attention au vent de côté. Mais avec son expérience de la piste, pas de souci. Il maîtrise parfaitement sa petite machine. Voilà. 262 kilos. Jacques range son ULM qu'il a monté lui-même en kit. Les pièces sont arrivées petit à petit dans son hangar. Il s'est improvisé bricoleur. C'était en pièces détachées, c'était des cartons de tubes. Donc, et après, j'ai mis un bon 3 mois pour le monter, quoi. Et qu'on arrive à décoller, ça doit faire un truc quand même. Ah, on est content, quoi. Hein. Ah, c'est sûr que le premier vol, peut-être pas le premier vol. Parce que bon, est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise dans le montage? Est-ce que. Et puis non. C'est au premier atterrissage, quoi. On a dit, bon, on a fait le vol, c'est bon. Tout va bien. L'avion, je l'ai attendu pas loin de 6 mois, quoi.
Le temps que ça trouve un container, que ça arrive ici, que c'est bloqué aux douanes, ça sort des douanes. Oui, on ressent l'isolement. Moi, j'ai une pièce qui casse sur la machine, c'est 3 semaines minimum pour l'avoir, si tout va bien, quoi. Je fais un peu comme tout le monde, je fais du stock, je prévois qu'est-ce qui pourrait tomber en panne. J'ai plein de rechanges qui servent à rien, mais bon, je suis obligé de les avoir, sinon ça ne marche pas, quoi. Et pour la vie courante, c'est pareil, quoi. Et quand je rentre en métropole, je reviens, les valises chargées, quoi. Ce soir, c'est le dernier jour des répétitions avant la grande fête du 1er mai à Wallis. Sohana participe à l'organisation. Elle doit danser et lire des textes. C'est une responsabilité importante pour sa communauté. Tout le village est présent. Jeunes et vieux se préparent pendant près de 3 heures. Il y a mon village qui a été choisi pour le Kava. Et comme à l'accoutumée, c'est nous qui vont ouvrir les manifestations folkloriques avec notre danse. Et je suis responsable de la chorale de mon village. Et on a demandé à faire une danse pour pouvoir récolter des fonds pour terminer les travaux de notre chapelle et acheter un piano pour notre chorale. Là, en ce moment, ils sont en train de répéter la façon de préparer la cérémonie du kebab. C'est pour ça que les anciens sont en train de leur apprendre pour qu'ils précisent bien leurs gestes. Surtout à partir du moment où ils doivent servir le Premier ministre. Parce que si jamais ils se trompent, ils peuvent être pénalisés par la chefferie. Tout le monde est prêt et même pour notre cérémonie du kebab, là, on attend le grand jour. Il est 5 heures ce 1er mai. Le village a encore travaillé toute la nuit pour préparer la fête et notamment cuisiner et cuire la 30aine de cochons qui seront offerts pendant la cérémonie. À 7 heures, la cathédrale du village se remplit. L'évêque, entouré des traditionnels lanciers, entre en scène. La religion catholique est un des piliers de la vie wallaisienne. Importée par des missionnaires français au milieu du 19e siècle, la pratique en est toujours très forte. Les églises sont souvent pleines. Le calendrier est marqué par les grandes fêtes religieuses qui mobilisent la majeure partie de la population, comme aujourd'hui, le 1er mai. C'est un grand moment. La télévision locale retransmet l'événement en direct. Et toutes les autorités sont là, des représentants de la royauté au préfet. C'est un 1er mai qui n'est pas le 1er mai habituel qu'on peut connaître en métropole. Il n'y a pas de défilé dans la rue, effectivement, de travailleurs, mais il y a un rassemblement autour du patron du travail, du saint patron des travailleurs, Saint Joseph. Donc c'est un mariage, je pense, assez réussi entre la coutume et puis le monde d'aujourd'hui.
À Wallis, la société repose sur une organisation très hiérarchisée sous l'autorité d'un roi et dirige un gouvernement coutumier avec des ministres qui coiffent les 21 chefs de village. La cérémonie traditionnelle qui suit la messe démarre par l'offrande du kava aux autorités, une pratique héritée des premiers peuples polynésiens d'origine tongienne et samoane qui ont occupé l'archipel. On a souvent fait des rapports entre la messe et le kava. Dans le kava, c'est une certaine communion qui se fait au niveau du peuple, autour du chef, autour du roi. Dans la messe, c'est une communion du peuple autour du Seigneur. Le kava est très symbolique. C'est le symbole de la cohésion de la société. Les cochons sont ensuite offerts au chef, puis redistribués aux familles selon une hiérarchie très précise. Tout s'est bien passé puisque tout le monde a bien assuré, surtout les trois qui ont fait le partage de la coupe du kava. Maintenant, ils vont manger, après manger, place à la danse. Ça, on appelle un sissi. À chaque fois qu'on va danser, on est obligé de mettre un sissi. Et ça, c'est fait avec l'écorce de bourrao. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. Et après, on achète de la peinture au magasin. Et c'est avec ça qu'on peint nos écorces. On est déjà prête. Avec nos tenues, on est prête. Les danses commencent. Elles symbolisent l'histoire guerrière de l'archipel. Très vite, pour récompenser les meilleurs danseurs, le public leur donne des billets de banque. Et ici, tout le monde participe à la fête, même le réalisateur du direct télévisé. La danse qu'on a présentée, c'est quelque chose qui me touche à cœur. Donc je me suis dit, je vais pas rater ça. C'était une danse, c'est l'histoire un peu de l'île qui dit ça. C'est comment que les guerriers à l'époque se préparaient pour une guerre, ils dansaient ça. C'était pour impressionner l'ennemi. C'est ensuite le moment de la chorale de Sohana. Pendant que les cochons sont retirés pour être livrés dans les familles, la quête pour la chapelle du village peut enfin commencer. Sohana invite nominativement des familles de l'île à participer à la quête. Celles qui sont présentes donnent directement. Celles qui ne sont pas là entendent leur nom à la radio et viennent sur place. Cette solidarité coutumière est encore très forte ici et permet donc une redistribution des biens. Après 2 heures sous le soleil, Sohana a terminé la quête. Un autre village va prendre la suite, mais pour la jeune femme, c'est mission accomplie. Tous nos enfants sont là. Il y a combien là? Je ne sais pas, on va compter ensemble avec eux. Et t'es contente? Oui, très contente puisque on a fini de danser. On a
On a donné tout notre meilleur de nous. Et puis voilà, j'espère qu'on a récolté assez pour finir la construction de notre chapelle. Et je vous souhaite une bonne journée. Wallis compte une curiosité géologique étonnante, le lac Lalo Lalo. D'une superficie de 12 hectares, c'est l'ancien cratère d'un volcan. Complètement rond, il est isolé au milieu de la forêt et très rarement exploré. Pour s'y rendre, il faut prendre une route nationale un peu chaotique qui se finit en chemin de terre. Comme elle n'est pas pratiquée, puis il n'y a aucune habitation de ce côté-là, il y a juste les gens qui vont dans leurs champs faire les cultures qui passent par là. Donc, elle est dans un état... Eric est photographe et plongeur. Il a suivi sa femme, professeure à Wallis. Avec plusieurs de ses amis passionnés de plongée comme lui, il a décidé de monter une expédition pour explorer le lac et notamment retrouver de mystérieuses anguilles. Aujourd'hui, il emmène son fils de 14 ans dans ses aventures. Tiens, mets-moi la bouée dans ce sac-là. Bouée corde ? Tiens, Didier. Non, les cordes, on va les laisser sur une poche extérieure. Les cordes, Tom, tu prends le sac photo. Celle-là. Tu peux accrocher devant. Tu mets une casquette, Tom. Casquette ? Ouais, parce que ça va... Si tu cognes la tête. On va plonger et en apnée et en bouteille, donc on a 2 gilets stabilisateurs, 2 blocs de plongée. On va quand même essayer de retrouver ces fameuses anguilles du lac Lalo Lalo, celles dont on parle beaucoup et qu'on voit pas souvent puisque personne va dans ce lac. Allez, allez. Comme souvent, il vient juste de pleuvoir. La progression peut être dangereuse et surtout glissante. Ah oui, oui. Tu descends, Didier, en premier ? Les explorateurs sont obligés de s'attacher pour assurer la sécurité du matériel de plongée. Hop, ça va ? Il y a Tom qui arrive ? C'est bon, Tom ? Ouais, je suis bientôt arrivé. Alors, pied droit, vas-y, avance un tout petit peu, voilà, pied droit, encore, c'est bon. Pied gauche, tu là, voilà, tout il marche. Et là, tu peux presque sauter. Et là, attention, mets ton pied en arrière. C'est le passage le plus compliqué. Là, on a le plus gros dénivelé. Après, derrière, on va marcher à l'horizontale, là, le long de la falaise. Donc, comme c'est de la lave séchée, c'est très très beau. Alors, attends, non, si j'ai un appui, là, c'est bon. Avec mes grandes pattes. Bon. Ah ouais. J'avais pas vraiment d'appui. T'as perdu ton canif ? T'as vu, Tom, cette roche là? C'est du basalte en fait, ça c'est vraiment la roche volcanique. Ça c'est sur les dernières éruptions, les dernières coulées de lave en fait. J'ai quoi là? J'ai quelque chose derrière? Ouais, c'est bon, c'est passé. Donc là on est à mi-hauteur sur la descente, donc on est encore 20 mètres au-dessus de l'eau. On a le lac en entier, donc 450 mètres de diamètre, 12 hectares il fait. Donc c'est la plus grosse réserve d'eau douce de l'île et c'est un des plus gros lacs de cratère comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse décanter la zone ou pas? Bon, tu sais, il suffit qu'il s'éloigne un tout petit peu, à gauche. Vous plongez où, vous? Nous, on plonge, on fait 50 mètres par là à 10 mètres. 50 mètres par là à 10 mètres. Après 1 heure de descente et la préparation minutieuse du matériel, c'est enfin le début de la plongée. C'est bien vert. Hein. Ouais. Donc là, je vais essayer de filmer les fameuses anguilles. Donc déjà, on va essayer de les trouver. Et puis, il paraît qu'il y a des munitions.
de la période américaine. Donc on va essayer de trouver ça. Je vais faire de mon mieux. Mais motivé je suis. C'est un endroit tellement magique qu'il faut pas passer à côté de ça. On est des privilégiés pour être ici. Et puis là on est dans une eau qui est extrêmement douce. Elle est très très douce sur la peau, elle est très agréable. Et surtout elle est à 32 degrés. Les plongeurs descendent, l'eau est très verte et sombre, et pour progresser, ils ont besoin de lumière. J'avais jamais plongé dans le lac. C'est vraiment une plongée très particulière parce que c'est très très sombre. Et donc au fond, on voit vraiment à 1 mètre. Mais quand on est très près avec la roche, ça fait des contrastes et on commence à voir les choses. Eric découvre ces munitions laissées par les Américains. Entre juin 1942 et fin 1943, l'île a accueilli plus de 2000 GI, une base arrière face à l'avancée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont construit l'aéroport, des routes, et en partant, ils ont jeté leur surplus dans le lac. Les plongeurs découvrent ensuite les fameuses anguilles aveugles, des poissons mystérieux et rares qui vivent habituellement en eau salée. Il y aurait donc des infiltrations souterraines de l'océan dans le lac. Magique. Une plongée riche. Les anguilles, les munitions, on a eu ce qu'on voulait. Fantastique. Fantastique. Tiens. Oh, c'est perdu. Ouais, moi j'ai trouvé que des grosses en fait. Ça, c'est pas les fusils qui tirent ça? Ah non, non, mitrailleuses. Non, c'est les mitrailleuses. Autre découverte amusante, une vieille bouteille de soda des années 40. San Francisco, Californie. Donc c'est assez rare, je pense. Eh tiens, c'est cool ça. Allez. Oh, ben alors. Allez, enfin, presque trop fort. Après. Le dernier reprend la corde. Ouais. Après la plongée, c'est parti pour une remontée périlleuse. Mais bon. 24 minutes. On était meilleur au retour qu'à l'aller. Hein. Pour Eric, cette plongée, c'est aussi le plaisir de partager une aventure hors du commun avec son fils. On va aller se faire quelques photos avant de partir et puis... C'est mon plus grand fils et il plonge avec moi, il fait de la pêche sous-marine avec moi, il fait pas mal de choses. Et aujourd'hui, je lui ai dit que j'étais super content qu'il ait pu faire sa première plongée dans le lac avec moi. Ça t'a plu, non? C'était super. Des fois, avec Tom, on vient ici le soir, on pose le pied. De nuit, on fait les photos du lac Lalo éclairé par la Voie lactée. C'est fabuleux ce qu'on peut voir ici. C'est super, c'est une chance énorme. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre 4 ans sur une île dans sa vie, quoi. Les Wallisiens sont un peuple tourné vers la mer. De tout temps, ils se sont déplacés en bateau, aussi bien pour aller sur le lagon que pour se rendre dans les îlots. Une tradition que fait vivre avec passion Vaey. Avec les membres de son association culturelle, il a pendant plusieurs mois reconstruit une pirogue traditionnelle. Et aujourd'hui, comme il le fait une fois par mois, il a décidé de la sortir dans le lagon.
Un seul souci pour l'instant, la météo. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de vent. Donc la météo nous dit que peut-être dans l'après-midi, il va y avoir un changement. Et donc nous avons gréé la voile pour en cas où il y aura du vent tout à l'heure. 20 mètres de long pour 300 kilos, ce modèle de pirogue a été utilisé pendant des siècles par les navigateurs wallisiens. Dans le temps, c'était surtout pour la pêche. C'était un moyen de navigation pour le Wallisien. Et puis l'histoire nous dit qu'il y en a qui sont arrivés aux îles Salomon, en Nouvelle-Calédonie. Ils ont fait les Fidji, Tonga aussi. J'ai toujours été séduit par la pirogue. Tout jeune, on fabriquait des petites pirogues qu'on laissait partir avec le vent. Après, progressivement, j'ai voulu monter sur une pirogue et je me suis dit que je vais construire la mienne. Il emmène un groupe de voyageurs. Direction un îlot paradisiaque. À 1 kilomètre à peine de la côte, et c'est déjà un autre monde. Nous, côté ATA, c'est le sable blanc, c'est la mer claire, turquoise, c'est les couleurs. En gros, c'est le paradis. Gardien des traditions, Vaey a préparé avec son groupe un repas traditionnel wallisien, le houmou. Pour cela, il utilise les ressources de l'îlot, bois, feuillage et bien sûr noix de coco. Je suis en train de râper le coco. Ça, c'est la base un petit peu de nos plats surtout. On va cueillir là. Vaey aime partager son savoir avec ses enfants. Aujourd'hui, il emmène son fils à la cueillette. C'est avec lui qu'on a planté le cocotier au départ. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le fruit. On récolte le travail qu'on a transmis aux enfants. C'est comme ça qu'on peut pérenniser des traditions. C'est de père en fils. Là, on a une manière de reconnaître en frappant un petit peu dessus. Par exemple, ceux-là, ils ne sont pas encore bons pour la consommation. Par contre, c'est ici. Pour le repas, tout le monde met la main à la pâte et répète ses gestes ancestraux, pétrir et mélanger la farine de manioc. Les traditions. Les ignames, les taros, les bananes plantains cultivées localement sont emballés dans des feuilles de bananier pour être cuits à l'étouffée. Après 2 heures de cuisson, c'est le grand moment. C'est de la banane mûre mélangée
aux farines de manioc et au lait de coco. D'accord. La femme de Veille aime partager ses recettes avec les voyageurs de passage. Ça, c'est le riz mélangé avec le lait de coco. Ici, farine de manioc avec banane, lait de coco aussi. Après, nous avons les ignames, des tarots. C'est que des féculents après. Le changement nous emmène maintenant facilement au magasin, mais à la maison, on a tout ce qu'il faut. Et même pour servir, on utilise les matières premières de l'îlot. Il suffit d'un peu d'imagination. On tresse tout avec les feuilles de cocotier. On fait des assiettes, on fait des nappes, on fait aussi des casquettes et des chapeaux. Ça nous fait revivre des moments qu'on a connus avec les anciens. Et puis on a envie de les transmettre à nos jeunes. Parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, avec les études, ils partent. Finalement, après le repas, le vent s'est levé. Le retour va pouvoir se faire avec l'aide d'Éole. On est en train de gréer, on a remis la voile pour faire un retour à la voile au fénois. Et c'est avec les aînés que j'ai pu apprendre ce savoir-faire. Donc je l'ai conservé, j'ai étudié, puis aujourd'hui avec tous ces jeunes, c'est une transmission qu'on est en train de mettre en place pour qu'on puisse pérenniser la manipulation de la voile traditionnelle à Wallis et Futuna. C'est le paradis. Vraiment ici, nous avons une communion avec la nature qui est extraordinaire. Pour comprendre Wallis, avant l'arrivée des missionnaires chrétiens au milieu du 19e siècle, il faut se plonger dans la tradition orale transmise par les chants, les danses et les contes. Mika a fait des études d'archiviste. Il s'est passionné pour les récits de son île, une parole qu'il a passé des années à recueillir et à retranscrire. Le propre de cette île, c'est cette fameuse tradition orale. Donc toute la mémoire, elle est orale ici. Et ça éveille une curiosité supplémentaire quand on se met à lire et à faire des comparaisons avec ce que les missionnaires à une certaine époque ont vécu. Je suis plus enclin à croire la tradition, même si elle a évolué, si par moments elle se galvaude. Mais ça reste toujours la source d'inspiration. Mika travaille ici, au service des affaires culturelles du territoire, installé à Mataoutou. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. De même. Alors vous êtes prête? On va faire une petite visite guidée sur les sites archéologiques, notamment le fort Tongien, qui date du XVe siècle. D'accord. En voiture? Ok, on y va, merci. Il aime faire partager ce qu'il sait de son île. Ce matin, il accueille Geneviève, elle travaille à Nouméa et veut en savoir plus sur les premiers peuples de Wallis. Ça fait une distance de combien à peu près? Alors, la distance, je ne l'aurai pas exactement, mais alors en termes de temps, ça va prendre 10 minutes. C'est-à-dire qu'on calcule en temps et pas en kilomètres? Voilà. D'accord, on connaît ça. Ok. Ici, que nous fait. Alors ici, c'est pas évident, il faut déjà savoir que c'est ici. Au détour de la route principale, Mika l'emmène sur un petit chemin caché qu'il connaît bien. Ici, il n'y a pas de panneau indicateur. Un bon guide est nécessaire. On approche. Voici le fort.
Dans cette clairière étonnante, un site de près d'1 hectare a été dégagé et aménagé récemment par les Wallisiens. Il s'agit du plus important vestige historique de l'archipel. Alors là, il faut remarquer dès le départ l'exiguïté du passage. Ça répond à un concept militaire, concept défensif, pour éviter l'intrusion massive de l'ennemi. Et ça date de quelle époque donc tout ça? Du 15e siècle, 1480. D'accord. Et les murs sont en quoi? En pierre volcanique. On va chercher un peu d'ombre là-bas. Il faut imaginer des murs de protection de 5 mètres de haut. C'est là que vers 1400 se sont installés des combattants venus des îles Tonga. Et ils ont massacré les premiers habitants de l'île. La tradition orale raconte des rois cruels et sanguinaires pour lesquels le cannibalisme était une pratique habituelle. Aujourd'hui, il n'est toujours pas facile d'en parler. Le souverain avait le droit de mort et de vie sur ses sujets. Si bien qu'un jour, quand il décide de se nourrir d'un de ses sujets, il en avait le droit. Le chemin empyré qu'on voit là en relief, là, oui, c'est le chemin des nobles. Seuls les nobles pouvaient marcher dessus. Et ça conduit au four cannibale. Le four cannibale, il est à l'extérieur du fort pour isoler les odeurs de cuisine. Il reste quelque chose du four? Ah ben on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller pour des raisons de superstition que les familles nous ont empêchés d'y accéder. D'accord. On peut le montrer de loin ou c'est... Ah même pas, puisqu'il faut aller dans la broussaille là. Et le cannibalisme a disparu à peu près quand? Alors, on n'a pas beaucoup de dates précises. Hein. Le cannibalisme, les missionnaires en ont fait état à leur arrivée. Et ça veut dire que ce sont les missionnaires qui ont mis un terme au cannibalisme au 19e siècle. Vous faites une photo là? Tous ces carrés, je dirais, Ce sont des postes de guet. D'accord. J'ai du mal à imaginer, j'ai du mal à me projeter. Par contre, en tant que visiteuse, je trouve que quand on y arrive, on s'y sent en paix. C'est-à-dire que c'est apaisant. C'est un endroit qui est pour moi apaisant. Le lendemain, Mika retrouve Geneviève. Il a décidé de l'emmener dans un des endroits les plus isolés et reculés de Wallis, un lieu chargé d'histoire. Alors là, on va où exactement? Alors on va à Outoulevé, sur le site des torches humaines. Et c'est en même temps le site du premier peuplement de la population qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, Paris-Dakar, hein. On rentre dans la pénombre, là. Parfois, comme dans les tunnels à Paris, la lumière automatique va s'enclencher. C'est sous le pont Méliane. Ça vous plaît, ce paysage, là? Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Après 20 minutes de route chaotique dans la forêt, une plage magnifique et totalement déserte. On va passer par là. Tu me suis? Faut pas que je te perde. Maintenant, tu peux faire comme le petit poussé. Hein. Tu casses des branches pour te repérer au retour. Mika et Geneviève s'enfoncent dans une forêt luxuriante et surprenante. Regarde où tu mets les pieds. Oui, oui. Un peu plus loin dans la forêt, Mika fait découvrir à Geneviève un site sauvage, témoin d'une histoire particulièrement effrayante. La tradition orale raconte qu'un roi tongien, aux alentours des années 1500, pour l'accouchement de sa fille, a transformé en torche humaine 6 guerriers pour éclairer le lieu.
arriver là. Oui. Ben, on arrive sur le site. On arrive sur le site en fait là. Allez, suis-moi. Tu vois? Ah, effectivement, ok. Ça, c'est l'emplacement d'une torche humaine. Donc c'est comme un petit puits. Et donc il y avait forcément un pieu pour que la torche puisse tenir. L'homme étant mort, c'est tout mou. Donc le corps est empalé. Le corps était empalé, une fois viscéré, avec un peu de matière végétale à la place de la tête. On allumait tout ça, bon, ça se consumait. La viande, la graisse, le végétal séché aidant, ça se consumait. En fin de compte, ça n'a jamais rien éclairé. Mais donc, est-ce que ça veut dire qu'entre les chefs, il y avait une sorte de surenchère? Il y a une surenchère aussi dans l'histoire, c'est ce qui explique les diverses formes de cruauté. D'accord. Partie du plus élémentaire, c'est de manger de la viande humaine, jusqu'à un moment donné, éclairer l'accouchement de sa fille à la lueur de torches humaines. Donc après, comme on dirait aujourd'hui, qui dit mieux? Alors ce type de lieu, il est important dans l'esprit du Wallisien pour signifier que dans le Pacifique, le Wallisien a bel et bien sa préhistoire et son histoire. Et donc, de par cette cruauté de comportement, on se sent non pas fier, mais on se dit qu'on a fait mieux que le reste. Tout simplement. C'est ce qui fait de nous des gens combatifs, combattants, à la fois au service national, dans les jeux d'équipe, le rugby par exemple, le volleyball, où la frappe est nécessaire, la puissance, dans les lancers de javelot par exemple. C'est un petit peu l'héritage de ce genre de comportement ancestral. En avant. Non, c'est pas Haou, c'est Mélano qui est venu prendre le ballon. Là, Haou, il était là. Attrape, non, debout. Le rugby est vraiment un sport populaire, loin devant le football. C'est aussi le sport le plus pratiqué dans les îles voisines des Samoa, des Tonga et surtout de Fidji. Et dès leur plus jeune âge, les garçons et les filles se partagent le ballon ovale. Ici, on joue au rugby à 7. Les meilleurs Futuniens et Wallisiens se retrouvent à Wallis pour être pris en main par Eto'ato. C'est lui qui dirige la fédération de l'archipel. Là, c'est du skill. Et on est dans le skill. Ancien joueur en métropole, il connaît bien le jeu. Il est revenu à Wallis pour former les plus jeunes. J'ai joué à l'époque au rugby club orléanais, que je salue bien aujourd'hui. J'ai joué pas mal de postes, au 3 quarts centre, 3 quarts aile et à l'arrière. Et j'ai même fini un petit peu la carrière en 3e ligne, parce qu'on allait moins vite. Ces 2 dernières années, les jeunes Wallisiens ont battu des équipes néo-zélandaises et fidjiennes, les références de la région. Un succès certainement dû à leur entraîneur fidjien qu'Eto'ato est allé chercher dans l'archipel voisin, le plus important réservoir de bons joueurs de l'Océanie. Je leur avais promis, en voyant les entraînements, je leur avais dit « Maintenant, vous pouvez battre les Fidji et la Nouvelle-Zélande ». Mais eux, ils entendaient parler des Fidji et ils étaient surpris, ils n'y croyaient pas. Et puis ils les ont joués et ils les ont battus. Et ils se sont dit « Maintenant, on peut vraiment jouer au rugby ». Ce sont des jeunes puissants, vraiment puissants. Ce sont de bons athlètes pour le rugby, que ce soit à Wallis ou à Futuna. Je leur ai juste appris à se donner à fond à l'entraînement, à travailler. C'est ça qui leur manquait. Je leur ai dit, si vous voulez jouer au rugby, il va falloir travailler dur. Pour la préparation d'un tournoi en métropole, le rythme est intense. Les jeunes s'entraînent 4 fois par semaine. On a l'habitude de se confronter ici dans le Pacifique aux îles Fidji et aux Néo-Zélandais, aux Calédoniens. Mais là, on leur donne l'opportunité d'aller se mesurer à cette jeunesse en métropole et puis se jauger un petit peu sur leur réel niveau.
Et Toato garde un œil vigilant sur un de ses fils, lui aussi passionné de rugby. C'est sûr que papa étant dans le rugby, les gamins, je ne dis pas qu'ils sont prédestinés à faire le sport de leur père, mais en tout cas, ils s'éclatent bien au rugby. Ça fait un moment déjà qu'on s'entraîne, puis on ne pensait pas qu'on allait aller là-bas. Et on aimerait gagner. Leur problème, c'est l'école. Quand ils ont 17 ou 18 ans, ils doivent partir. C'est pour ça que le rugby wallisien ne peut pas atteindre le haut niveau chez les adultes. D'un côté, je suis obligé de partir parce que ici on arrête l'école au lycée, puis pour continuer nos études, on est obligé de partir en France. Mais l'idéal pour moi, c'est de partir en France, puis un jour revenir ici pour vivre avec mes parents. Le bateau est le principal lien de l'archipel avec le monde extérieur. Encore aujourd'hui, lorsqu'il est annoncé, toutes les 3 semaines, c'est un événement. C'est par lui qu'une grande partie de la nourriture arrive et que l'essentiel des produits manufacturés sont livrés. Et c'est quand le bateau est en retard que les Wallisiens se rendent compte de leur isolement. Il est 5 heures du matin. Le soleil n'est pas encore levé sur l'archipel. C'est un jour important pour Petelo, le pilote du port. Le bateau de ravitaillement en provenance de Nouméa et attendu depuis 5 jours est enfin annoncé. Petelo va guider son entrée dans la passe. Private Pearl, tu peux prévenir le capitaine que je vais aborder avec 2 passagers, ok? Le risque aujourd'hui, c'est lorsqu'on soit à l'extérieur, le vent et la houle, c'est surtout le risque de border le navire, d'embarquer à bord du navire. Après 20 minutes de navigation mouvementée, le bateau est en vue, la manœuvre est délicate. Ici, les vents violents sont fréquents et le temps très changeant. À l'approche, il ne faut pas se rater. Yo. Good morning. Petelo est un ancien de la marine. Il a navigué sur toutes les mers du monde. De retour sur son archipel, il y a 6 ans, il met toute son expérience pour sécuriser l'arrivée de ce navire si important pour les Wallisiens. Il rejoint au plus vite le capitaine ukrainien du bateau, qui est en mer depuis 3 semaines. Parti de Nouvelle-Calédonie, il a fait escale au Vanuatu et à Fidji. Good morning, Captain. Sorry about all this. It's better because it's a bit too dangerous. Là maintenant, il y a la passation de pouvoir. Donc là, je prends la direction du navire jusqu'au port. 065. 062. Petelo donne les caps au timonier en anglais. L'équipage est composé de plusieurs nationalités, fidjiennes, indiennes, mais aussi ukrainiennes. Thank you. Pour faire le pilotage, il faut réciter presque par cœur. Thank you. Petite inquiétude pour Petelo, on ne voit pas le port à vue. Il va être obligé de faire ralentir le bateau le temps que les nuages s'éloignent. La mer, ça va, il n'y a pas de problème. À part la pluie qui réduit un petit peu la visibilité.
Donc on va aller doucement à quai. Hein. Petello va pouvoir amorcer la délicate manœuvre d'entrer dans le port. Il y a quelques années, un bateau s'est échoué sur un rocher du lagon. Petello connaît par cœur chaque aspérité des fonds marins. Ça, c'est l'endroit le plus critique, c'est des fonds de 7 à 10 mètres, donc il faut vraiment aller doucement. Pour finaliser l'arrivée, Petello et le capitaine naviguent à vue à partir d'un poste de commande installé sur le pont. La manœuvre démarre. Le plus compliqué, c'est surtout de ne pas toucher le quai. Last one to starboard. Two to starboard. Full to starboard. À terre, c'est Emmanuel, le superviseur des opérations, qui guide le cargo. Tu veux combien de mètres avancés 3 mètres. 3 mètres ahead. 4,5, 3 mètres ahead. Merci, merci. C'est bon. Le bateau est enfin à quai. Tout s'est bien passé. Parfois, l'approche peut être plus sportive. Il n'est pas rare qu'à l'intérieur du lagon, la houle soit forte. Emmanuel est chargé des formalités administratives avec le douanier pour enregistrer le bateau. Il est désormais en territoire français pour 48 heures. Les règles nationales s'appliquent. Capitaine! Bonjour. Ça va? Ça va. Accident. Asseyez-vous. Alors, comment c'était le voyage? C'était un long voyage. J'étais malade. Pourquoi vous m'avez pas laissé entrer hier soir? Vous auriez quand même pu me laisser rentrer. Et vous êtes arrivé à quelle heure hier? 5h moins 20. Oui, c'était trop tard pour rentrer. Alors on a décidé de vous faire arriver tôt ce matin, à l'aube, à 6h, pour être prêt pour le déchargement. D'accord, je comprends. Le vent n'est pas tombé, mais les opérations de déchargement doivent se faire au plus vite. La survie de l'île en dépend. Voitures, produits alimentaires, tout est dans le bateau. Taoufik pour Manu. Oui, Manu, je t'écoute. Tu peux prendre contact avec la chauffeur là pour qu'il prépare le camion, parce qu'il a les 2 conteneurs de gaz qui vont descendre. Ok, Manu, pas de souci. En fait, le timing, le rythme de ce pays est rythmé par le calendrier du bateau. Pas de bateau, pas de nuit. Emmanuel retrouve le pilote. Il coordonne le déchargement du cargo qui doit partir dès le lendemain à Futuna. Hello, Mahmoud. Je m'appelle Bonbon. Malo ala? So lepe mo te Mahmoud. Non, pas que ça fait peut-être je l'envoie mon capitaine pour le départ demain. Si demain on a ces vents-là, on ne pourra pas sortir. Ok. Donc de toute façon. L'objectif c'est de finir les opérations. Voilà, dès qu'on a une ouverture, on essaiera de sortir demain. Hein? Ok. Finalement, malgré le vent, le cargo quitte le port de Wallis le lendemain, direction Futuna, sa mission de ravitaillement accomplie. À Wallis, il y a un aéroport international. Et depuis le milieu des années 80, 2 fois par semaine, un Airbus relie l'île à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à 3000 km de là. Pour se rendre à Futuna, l'île sœur distante de 240 km et encore plus isolée, une seule solution, le petit Twin Otter de la compagnie locale. Il effectue une dizaine de rotations par semaine et ne peut embarquer qu'une vingtaine de passagers et très peu de fret. Ce matin, sur l'aéroport de Wallis, Nadia s'apprête à prendre place dans son avion.
Ancienne hôtesse de l'air, ça fait 1 an qu'elle est copilote. C'est le moment de la visite pré-vol, elle doit veiller à tout. Alors là, je regarde au pied de la pale de l'hélice pour voir s'il n'y a pas de fuite par exemple. L'état général de l'hélice. Voilà. Aujourd'hui, alors, il suffit de regarder, on a du beau temps, on a un petit peu de vent, mais ça va bien se passer. Dernier point météo avant le départ, le plus important. Wallis Information, RK1 90 72, bonjour. Bonjour Vanina, pour la dernière s'il te plaît. On est proche de l'équateur, donc la météo change très rapidement dans cette région-là. Donc effectivement, à tout moment du vol, on peut s'attendre à revenir sur Wallis ou Futuna pour des raisons de météo. Ouais. C'est bien copié, 1011 au QNH, on te rappellera pour vous, RK1 90 72. Aujourd'hui, 4 rotations sont prévues. C'est une des plus grosses journées de l'année et c'est Eric, le pilote, qui accueille les passagers. Un peu plus nuageux du côté de Futuna, quelques turbulences légères au moment de l'arrivée sur Futuna, on ne sera pas bien méchant. Nous vous souhaitons un agréable vol, à tout à l'heure. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé les avions. Et quand je suis passagère, j'adore les décollages. Et quand on est pilote, on adore les atterrissages. L'avion quitte Wallis, direction Futuna, cap au sud, un voyage d'1 heure sans jamais quitter les eaux territoriales françaises, soit plus de 200 km au-dessus de l'océan. Un trajet que seul l'avion effectue. Il n'y a pas de liaison maritime régulière de passagers entre les deux îles. Après un vol sans encombre, c'est la découverte de Futuna et de son île voisine inhabitée, Alofi. L'île de Futuna est bien plus montagneuse que Wallis, mais n'est longue que de 5 km. Et ici, il n'y a pas de lagon. L'océan se jette directement sur les rochers. Avant l'atterrissage, le dernier point météo avec la tour de contrôle de Futuna. Maximum à 17 nœuds, les variations de 0,40 à 0,70 degrés. Et donc le vent estimé de la Manche, il est de 0,70 degrés, 12 nœuds maximum. Le principal danger, c'est le vent du nord. Parfois, quand il souffle pendant plusieurs jours, impossible d'atterrir, laissant l'île totalement coupée du monde. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à Futuna Pointe-Villers. Bon retour à la maison aux Futuniens. Et un bon séjour pour les autres, à bientôt. Aujourd'hui, ça va, on avait des bonnes conditions. Il manque un peu le soleil, mais vous verrez, à Futuna, il fait toujours très beau. Le petit avion de Nadia est le véritable lien avec le monde. Aujourd'hui, des élèves futuniens partent pour plusieurs semaines à Wallis, loin de leur famille car il n'y a pas de lycée sur l'île. Et c'est toujours un moment émouvant pour les familles. Les gens à Futuna vraiment nous attendent, donc quand ils nous voient partir aussi, je pense qu'ils sont un petit peu tristes de voir le Twin partir. Bon, ils savent qu'on va revenir. Futuna, l'île sœur de Wallis, est d'origine volcanique. C'est une sorte de montagne dans la mer qui culmine au mont Phuket à 524 mètres. L'île compte à peine 3000 habitants contre 8000 à Wallis et elle est couverte par une grande forêt.
Aujourd'hui, une équipe des services de l'environnement a décidé de gravir la montagne pour inspecter le reboisement effectué suite au cyclone de mars 2010. Depuis, des pins ont été replantés. Pendant ce drame, Pétello n'était pas là. Il faisait ses études en Nouvelle-Calédonie. 80% de la forêt avait été détruite. Aujourd'hui, il travaille pour le territoire et il a participé au reboisement, une activité très physique. Okay. Fin février, on a reboisé cette zone-là. Donc c'est un pin caribéen. À 5 ans, il aura pris 2-3 mètres. Voilà, il faut donner du temps au temps pour que ça prenne. Donc, il a quel âge, ceux-là, ils ont entre 15 et 20 ans. Regarde. Voilà, on remplit des paniers de plomb, là, 20 ou 30 par panier. Après, on met le bout de bois comme ça. Et sur le dos. Sur le dos, comme ça. Ah oui, et on monte la falaise où on a monté. Et on se faisait des allers-retours pour... Là, ça vaut une 110 kilos, comme ça. Ah, c'est important pour faire ça pour mon île. Quand j'ai grandi dans cette flore, Futuna, c'était ça, c'était la verdure, c'était le bleu. Enfin, tu avais la plage, le bleu d'un côté et la verdure de l'autre côté. Aujourd'hui, ça se voit de moins en moins. Donc, oui, j'y tiens à cœur, beaucoup. Pour moi, c'est primordial même. Aujourd'hui, quand on voit les problèmes qu'on a à l'étranger, donc constamment, on se dit qu'il faut sensibiliser la population et surtout la jeunesse du Fénois. Enfin, sur l'importance justement des couverts végétales et de la forêt ici, à Wallis et à Futuna. Le soleil et une forte pluviométrie permanente nous font découvrir une végétation luxuriante. Tiens, regarde, Pétello, il y a une belle orchidée là. C'est des plantes caractéristiques et c'est assez prisé. Dans les zones un peu plus accessibles qu'ici, des fois le dimanche, les dames viennent cueillir les orchidées pour fleurir les églises ou fleurir les tombes, notamment au moment de la Toussaint. Et vers juin, juillet, quand il fera un peu plus chaud, il y aura un peu plus qu'actuellement. La nature est magnifique, mais la marche est harassante. 30 degrés, un taux d'humidité très fort, avec parfois une bonne surprise, comme ce havre de fraîcheur ombragée, le franchissement d'une rivière. Il y a une dizaine de rivières permanentes ici sur Futuna, ce qu'il n'y a pas du tout à Wallis. Donc ces rivières, sur la plupart des rivières permanentes, un peu plus en aval, on a des captages d'eau. Et en général, les Futuniens la boivent directement ici. Par exemple, pour les travaux de reboisement, quand on est là, on vient ici pour l'eau, pour chercher l'eau. Là, il y a eu un incendie il y a quelques mois. Après 3 heures de marche, le sommet est enfin atteint. Alors là, on est sur le mont Pouquet, à 524 mètres d'altitude. Du sommet, la vue est imprenable. Vers le sud, on a donc l'île d'Alofi en arrière-plan et les landes et les forêts primaires sur les fonds de vallée et sur les versants. Pour Matilé, c'est un moment particulier. Natif de Futuna, c'est la première fois qu'il arrive là. C'est dur, mais il faut y faire. Face à Futuna se dresse Alofi. Cette île, presque inhabitée, est elle aussi d'origine volcanique, avec un point culminant à 417 mètres. Aujourd'hui, Pétello emmène ses collègues faire des prélèvements forestiers sur Alofi, une terre de découverte permanente pour eux.
C'est presque une île inhabitée puisqu'on a un seul habitant qui est là. Donc si on a la chance, on va tomber sur lui. Après 10 minutes de navigation, l'équipe débarque sur une petite plage. Pétello travaille au service de l'agriculture. Aujourd'hui, avec son chef Abdou, arrivé de Mayotte il y a 2 ans, il recense les arbres rares de la forêt primaire de l'île. Mais pour Pétello, Alofi, c'est d'abord des souvenirs d'enfance. Par là, vous avez donc une case par famille, en gros. Donc, on a des petits parcelles, des petits terrains par famille. C'est pour les vacances, en fait. On revient ici lors des vacances scolaires avec les gamins pour... Voilà, les week-ends. À l'époque, je venais avec mes grands-parents, cousins et cousines, et même avec les parents. Et on y passait les grandes vacances ici. Donc voilà, et tous les soirs sur la plage, je pouvais voir plusieurs feux de camp qui se faisaient. Et il y avait de l'animation à l'époque. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Ici, certaines espèces d'arbres sont très rares et les observer permet de faire un état de la biodiversité et de gérer la ressource. Un diamètre maxi 95. Hein. Mais l'opération sert à savoir le diamètre de cet arbre. Et en même temps, avec le télémètre, ça nous permettra de savoir là aussi la hauteur et d'essayer de déterminer un âge à peu près. 18 mètres. 18. C'est une essence remarquable. Et donc ce sont des essences à protéger. L'avantage qu'il y a ici, c'est qu'on travaille en bonne collaboration avec les chefferies. Donc quand ils ont besoin des arbres, tout ça, ils nous consultent. Nous, on va sur le terrain avec le technicien qui est là. Et on se met d'accord sur ce qu'on peut couper, sur ce qu'ils peuvent couper ou pas, en fonction de leurs besoins. Les 3 hommes s'enfoncent dans la forêt. L'île est très fertile. Après 10 minutes de marche, ils atteignent une petite clairière. Il s'agit d'un champ cultivé par les Futuniens. Dans un premier temps, ils coupent les arbres, après ils brûlent. C'est la culture se brûle typiquement Futunien. Les cultures se mélangent, on a de tout dedans. Donc on a un pied ici, là, de l'arbre à pain qu'on a partout. Il est là. On a un pied d'agrumes qui est là, où il y a des tarots qui sont là, il y a des cocotiers, on a les ignames, vous voyez les lianes d'ignames qui rampent sur le bananier, et tout pousse. Ouais. On a un climat qui est favorable à tout. Ouais. Et il faut dire que la terre ici à Alofi, elle est fertile, elle est riche. Elle est riche. Ouais. On est resté ici sur le champ pour 2 campagnes agricoles, et celui-là, il va rester en chachère pour 5-10 ans. Avant de partir, la petite équipe croise un agriculteur avec sa récolte. Il vit de la terre, lui. De la terre, de l'agriculture. Ouais. Donc il arrive d'un peu plus haut, du champ où il fait un peu de tout, lui. Donc du tarot et des lignes pour les vivre. De retour sur la plage, Pétello nous emmène vers une maison. C'est là que vit le dernier et seul habitant de l'île. Il a choisi son mode de vie, il travaille la terre, il se fait une petite pêche pour subvenir à ses besoins. Et quand il est fatigué, il se repose. Pour lui, c'est son paradis à lui. Le paradis, c'est aussi ça pour Pétello et son équipe. Après le travail, un plaisir simple. Un poisson pêché et consommé sur place.
et ils en ont bien conscience, ce paradis peut être fragile. Je ne suis pas vieux, je suis jeune, mais je commence à voir les changements écologiques et surtout les impacts que ça a. Donc oui, je dirais que voilà, aujourd'hui, on se doit de respecter la nature et de tirer un peu sur la sonnette d'alarme et de sensibiliser surtout la population locale sur le respect de la nature et les gestes à adopter. À Futuna, il n'y a pas de téléphone portable. Les habitants ont conservé un mode de vie traditionnel. Encore plus qu'à Wallis, la vie quotidienne s'organise autour des rois et des chefs de village. Et tous les soirs, la cérémonie du kava est le moment fort de la vie sociale. On raconte sa journée et on règle les problèmes quotidiens. Antonio est né à Futuna et travaille à Wallis pour la radio locale. Aujourd'hui, il est venu recueillir des témoignages de vieux Futuniens sur leurs traditions. Première étape obligatoire, demander l'autorisation au chef de village et à ses conseillers réunis sous le falai. C'est dans cette maison traditionnelle, présente dans tous les villages, que se prennent les décisions importantes. Ça, c'est une priorité dans la coutume de la zone océanienne, à se présenter dans les maisons pour demander à un ancien si le chef n'est pas là. Juste pour lui dire, demander la permission, je veux ça, je veux. Et s'il n'accepte pas, ben, il n'y en a pas. Finalement, les anciens sont d'accord. Antonio décide d'emmener ses témoins à l'écart du falai. Je sais, il ne va pas parler là-bas parce qu'il y a trop de monde. Mais ici, il va parler, parce que je suis là pour le faire parler. Il interroge les habitants pour une émission hebdomadaire de la radio locale. Il raconte des tranches de vie futunienne, travail, mariage, exil, rôle de la tradition et de la religion. Il s'intéresse à tous les sujets, notamment la place des anciens, toujours très respectée dans la vie locale. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que dans la hiérarchie coutumière, que ce soit à Wallis ou à Futuna, les jeunes n'ont pas le droit de parler. Mais si j'ai le vieux, après, il nous donne la permission à nous de parler, à ce moment-là, on parle. Maintenant, on parle de coutumes quand il y a des communions, des mariages, quand il y a des bénédictions de chapelle, quand il y a des baptêmes. Tout ça, c'est basé sur la religion. Mais il y a une ancienne coutume dont la religion n'a rien à voir là-bas. Et c'est cette coutume-là, c'est ça qui doit être cher à, par exemple, comme notre royauté. Ça, on ne peut pas le faire disparaître. Nos chefs de village, on ne peut pas changer ça. Ça, c'est comme la Bible. On ne change pas. Parce qu'à partir du moment qu'on change, on n'est plus Futunien. La royauté est une des spécificités de l'archipel. Les villages sont divisés en districts et à Futuna, il y a 2 royaumes, Sigave et Alo. 2 royaumes à l'histoire tumultueuse qui se sont affrontés pendant plusieurs siècles, marqués par de nombreux massacres et des batailles sanglantes. C'est l'arrivée des missionnaires au milieu du 19e siècle qui a amené une paix durable et des frontières enfin définitives. La frontière, c'est ici. Au jour d'aujourd'hui, c'est une frontière qui est fixée pour toujours. La population a évolué et on pense pourquoi remettre en cause ce qui a été peut-être pas trop bien fait, mais qui a été fait par nos parents, nos ancêtres. Et ça, on m'a c'est notre réa. Et ça, on m'a taillé le coup, il a tué et vous pas. Le nez, et fait faire l'autre.
Témoin de cette présence permanente de l'histoire, Antonio nous emmène voir une de ses cousines. Dans son jardin, caché derrière une maison, nous découvrons la tombe d'un roi. Voilà donc la sépulture, le tombeau du roi Niuliki. Blessé à la guerre de Vai, il a décédé suite à ses blessures. Il est enterré ici avec sa fille appelée Tikilangi. Avec la tradition orale, on ne fait que suivre ce que nos parents nous racontaient et ce que leurs parents leur ont raconté. Que voilà, ici il est enterré là. Avec le temps, on aurait pu, c'est-à-dire déterrer, pour voir avec les appareils du temps moderne comment ils étaient placés. Mais il y a toujours un respect qui est toujours soutenu et maintenu par la famille et la descendance. Quelques mètres plus loin, la tombe d'un autre roi, lui aussi enterré dans le jardin de sa famille. On voit là qu'il y a une façon de préserver une sorte de force surnaturelle, ce qu'il était dans son vivant, et que ce soit perpétué par la famille et puis par les descendants à la suite, et surtout les petits-enfants. Antonio partage sa vie entre Futuna, sa terre natale, et Wallis, là où il travaille. Quand il revient à Futuna, il ne manque jamais, tous les soirs, la cérémonie du kava de son village. À la tombée de la nuit, les hommes se réunissent. Seuls les plus anciens s'expriment et les jeunes servent la boisson. Le kava est consommé dans tout le Pacifique Sud. Il est obtenu à partir de racines d'un arbuste broyé et malaxé. Il a des effets relaxants et anesthésiants. À force de le boire, tout le monde s'habitue et on oublie son côté néfaste. Parce que même en France, chez vous, l'alcool c'est bien, mais pas trop. Les vieux qui ont commencé, qui étaient nos ancêtres, ils ont seulement donné comme recommandation le côté cérémonial, comment préparer le kava. Quand il y a la fête, quand il y a les chefs, quand il y a le roi. Nous conservons notre coutume avec le kava et on espère bien que le fils va suivre, mais cela n'empêche que lui, il fait ce qu'il veut. Parce que là, lui, il est au moment de la modernisation, alors que nous, on avait quoi à faire le soir, après la prière, c'est le kava. Coutumes et religion sont les bases de la vie futunienne. La vie religieuse rythme toujours le quotidien. Témoins de l'attachement des habitants à leurs croyances, 2 églises sont en construction. Une évangélisation très récente par des missionnaires français qui étaient venus au milieu du 19e siècle convertir les îles, mais aussi les coloniser. Il est 5 heures du matin, l'église est pleine, le roi Dalo est là. Venir à la messe fait partie de sa vie publique. Il se montre peu. Il est très croyant comme la majorité de ses concitoyens.
Le père Lafaele est un homme très occupé. Il assure toute la vie ecclésiastique. Ici, les messes sont toujours en partie chantées et souvent dans un mélange de langue locale et de français. La messe à peine terminée, le prêtre est déjà sur la route pour un nouvel office. Pour aujourd'hui, j'ai 3 messes. La messe de 5h30 dans ce village de Colia, la messe de 7h30 pour l'école de Colopelou et une messe ce soir dans la paroisse de Singave, dans le village de Toloke, à 17h. Là, nous allons monter sur Colopelou. Voilà, ici c'est l'école. Ici c'est la mission catholique. Donc, il y a le presbytère et la chapelle. La mission catholique a été installée au début du XXe siècle. Spécificité de l'archipel, l'État a confié à l'Église la gestion des écoles. Ce matin, c'est la rentrée. Après les vacances scolaires, tous les élèves doivent assister à la messe. Pendant le sermon, je vais leur parler de leur travail à l'école, les encourager, dire un petit mot aux enseignants, les encourager aussi dans leur travail, dans leurs tâches. Quand je suis prêt, ben, on rentre et les enfants commencent à chanter. Ici, à Futuna, c'est vrai, il y a les enseignants qui parlent, mais quand un père parle, donc c'est quelque chose de très important aux gens, mais aussi aux enfants, de faire passer un message, de rappeler de ce qu'il faut faire, de leur attitude en classe, d'écouter l'enseignant, de ne pas jouer. Lafaele est très présent dans la vie quotidienne de l'école. Il s'intéresse au programme scolaire, mais aussi au recrutement des enseignants. Et ça dépasse aussi la religion. Je donne des rappels aux enseignantes, aux directrices, par exemple, comment gérer les écoles, les finances, le matériel, il faut bien utiliser. Et je joue aussi ce rôle. Soit c'est un nom, soit c'est un verbe, soit c'est un adjectif ou un verbe. Tu vas déjeuner, hein? À la fin de l'office, Lafaele retrouve un vieux prêtre français, le frère Benoît. Il est arrivé ici il y a 50 ans et il n'est jamais reparti. C'est lui qui a formé Lafaele. Okay. Moi, je faisais partie de ce groupe de jeunes garçons qui étaient là pour travailler, pour vivre avec eux. Et c'est sa manière de vivre, de sa foi, que des fois, c'est un modèle aussi pour nous, pour les vocations. Voilà, allez, bonne journée. Bonne journée, fais-le-là. Lafaele nous emmène de l'autre côté de l'île, direction le village de Poi, un lieu saint connu dans tout le Pacifique. Il rappelle un drame, celui du premier martyr de l'Océanie, le père Chanel. Là, on va rentrer. C'est ici que le prêtre a été assassiné le 28 avril 1841. Aujourd'hui, une immense cathédrale a été construite, un lieu rempli d'émotions pour Lafaele. Sangato Petelo Sanel et Ufakimato, Saint-Pierre Chanel, priez pour nous.
Cette croix marque l'endroit du martyr. C'est là que Saint-Pierre Chanel a été martyrisé. Il y a aussi le nom de celui qui a tué, qui a donné le coup. Donc Mauricio Moussou, mais il s'est converti après. Il s'est converti après la mort de Pierre Chanel en 1842. Au pied de la cathédrale, un petit bâtiment met en scène la vie du père Chanel. Arrivé en décembre 1837, le prêtre avait commencé à convertir les populations, et notamment le fils du roi. Jaloux, celui-ci décide de faire tuer l'ecclésiastique. Aujourd'hui, c'est devenu un lieu de culte très fort. Les reliques du prêtre sont précieusement conservées. Ici, c'est le crâne qui est là. La journée continue tambour battant pour la Faélé. Direction la pointe sud de l'île, pour sa 3e messe de la journée et à chaque fois, toujours autant de dévotion et de mélange des générations. C'est toujours comme ça. Oui, la foi des gens ici, c'est encore très importante. On va passer de l'autre côté. La journée se termine par le traditionnel kava, auquel le prêtre est toujours invité. À Futuna, nous avons 3 autorités très importantes. Le roi et sa chefferie, l'autorité coutumière, les autorités de l'État, mais il y a aussi l'autorité religieuse. Donc c'est un titre très important pour la culture futunienne. Et on essaie de voir ensemble ce qui est bien, trouver des solutions. Retour à Wallis, sur les bords du lagon. Pascal dirige le seul club de plongée de l'île. Par amour de la mer, il s'est installé près du lagon il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est en mission spéciale pour les autorités coutumières. Alors on va aller chercher une statue de la Vierge qui aurait été donc jetée ou perdue dans le lagon dans les années 1900. On ne sait pas trop. C'est une tradition orale qui s'est perpétrée de famille en famille. Et donc la chefferie m'a demandé, avec mon équipe de plongeurs, d'aller essayer de retrouver cette statue. C'est vraiment l'histoire récurrente ici à Wallis. Depuis 20 ans que je suis ici, on m'a toujours demandé si j'avais vu la statue. On va briefer? Les plongeurs, venez voir. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller faire le coin où la plupart des bateaux se sont ancrés, le plateau, ce qu'on appelle le plateau aux ancres. Au niveau sécurité de plongée, on va quand même descendre un petit peu profond, on va descendre à peu près à 40 mètres, hein, d'accord? Donc c'est des plongées, je dois le dire, un peu difficiles. Donc pas plus de 10 minutes de palier avec la sécurité. C'est-à-dire que dès qu'on voit les 7-8 minutes, on remonte. Bon, ça va aller vite, hein. Vous restez bien groupés les uns à côté des autres, pas question de se perdre, restez toujours en visuel les uns des autres. C'est bon, tout le monde a compris? Pour cette expédition, une dizaine de plongeurs sont mobilisés. Pascal est accompagné du bateau des services de l'environnement qui lui apporte une aide logistique. Une recherche très importante. Depuis 1 an, à chaque plongée, un ministre coutumier wallisien surveille les opérations. Pascal sort du petit port en longeant le terminal gazier, direction un îlot à 10 minutes de navigation, tout près de la passe qui permet d'entrer dans le lagon. Un îlot qui avait accueilli des lépreux au XIXe siècle. Arrivés sur place, les 2 bateaux se regroupent. C'est une plongée profonde qui peut être dangereuse. Il peut y avoir du courant. On espère qu'on là on est à l'étal, donc on devrait avoir
zéro courant, mais à l'inverse de marée, on peut se retrouver avec un courant très important qui nous emmène sur l'intérieur des lépreux. Le fond est plat, il n'y a pas grand chose à voir, si ce n'est une statue, je l'espère. Vous êtes prêts? Faites attention à la bascule, hein. On se retrouve là. Regardez s'il n'y a pas une raie banta. On se regroupe, C'est bon? On y va? Ouais. À 40 mètres de profondeur, l'eau est limpide et claire. Les plongeurs progressent jusqu'au fond. Ici, le corail est parfaitement conservé et peu abîmé. Pascal croise une magnifique raie manta, un occupant paisible, mais qu'il voit rarement dans les eaux du lagon. Pascal est aux aguets. Il connaît les lieux, mais il cherche et inspecte minutieusement tous les rochers. Le temps presse. Il va falloir bientôt remonter. Sur le bateau, le ministre est inquiet. Il attend avec impatience des nouvelles des plongeurs. Au fond de l'eau, la traque continue. Et finalement, une belle découverte, pas celle qui était prévue. Pascal montre une ancre abandonnée à 35 mètres de fond. Il pourrait s'agir de celle du capitaine Samuel Wallis, le premier Européen découvreur de l'archipel en 1766. Il n'a pas débarqué sur l'île, mais lui a laissé son nom. Pascal l'avait déjà repérée. Les plongeurs la prennent en photo pour en permettre l'authentification. On n'a rien vu, bon, on a fait un tronçon supplémentaire et bon, on a toujours espoir de trouver quelque chose, on finira bien par trouver, mais on recherche une pièce de 1 € sur un terrain de football, donc voilà, bon, il faut être patient. Mais en tout cas, on est tombé pile poil sur l'encre de Samuel Wallis, enfin, on suppose être Samuel Wallis, donc ça c'est très intéressant. Malgré cet échec, la chasse à la statue de la Vierge va continuer. Pascal ne se lasse pas de plonger. Il veut marquer l'histoire de l'archipel par ses découvertes. Marié à une Wallisienne avec laquelle il a eu 3 enfants, aujourd'hui, sa vie est ici. Moi, quand je vais en métropole voir ma famille, ou même en Calédonie, je ne pense qu'à une chose, c'est à revenir. Pour moi, partir, jamais, non. Non, je pense que ma dernière place, elle sera dans le cimetière de Tissy, à côté des ancêtres de ma femme, de ma belle-mère qui nous a quittés il y a 1 an. Ma dernière place, elle sera là-bas.
Pascal symbolise la passion et l'attachement pour cet archipel qui a su conserver intacte sa nature et son authenticité. Il est temps maintenant de quitter les royaumes de Wallis et Futuna et de vous donner rendez-vous pour d'autres découvertes et d'autres rencontres très prochainement dans un nouvel épisode de Passion Outre-mer. En attendant, gardez l'œil bien ouvert sur terre comme en mer. À très bientôt sur France O.